Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans l'ouest vosgien, à quelques kilomètres de Vittel, découvrir le village de Tuilières qui faisait autrefois partie de l'ancienne province de Champagne, tout comme les communes de Montureux-le-Sec et Valleroy-le-Sec. C'est dans ce village que se trouve le plus haut émetteur du département, l'émetteur du Haut de Dixmont. Nous partons découvrir une ferme jardin, celle de Philippe Géhin, qui depuis une dizaine d'années a créé un jardin vivrier expérimental. En fin d'émission, visite d'un lieu incontournable, le château de Beaufranc, reconstruit en 1722 par Germain Beaufranc. Il abrite le musée de la célèbre actrice Ève Lavallière. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Pierre Bastien. Vous êtes le maire du village, votre deuxième mandat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du village de Tuilières? Comment vous décririez le village de Tuilières aujourd'hui? Petit village, 120 habitants, au calme, une forêt pour la promenade qui n'est pas loin. Et la proximité avec des villes comme Vittel, notamment, qui est importante? On est à 10 km de Vittel et puis 10 de Darney. D'ailleurs, l'école les enfants vont à l'école à Vittel. Tout à fait, maternelle, primaire, collégien. Pourquoi avoir voulu être maire de Tuilières? Je suis conseiller depuis 1983. J'aime bien le contact avec les gens, l'occasion se présentait. Ma première adjointe avait été maire suite au décès de M. Lassos. Ils ont souhaité que je parte et puis là je suis reparti de nouveau. C'est ça, vous êtes reparti. Qu'est-ce que c'est être maire d'une commune de 100, 119, 120 habitants au quotidien? Bon, on s'occupe un peu de tout. On est multitâche? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas devenu chronophage cette fonction de maire? On nous parle beaucoup de répétition, d'administratif, de choses comme ça. Est-ce que pour vous aujourd'hui la fonction de maire est toujours ce qu'elle était? Enfin, ce qu'elle a été depuis que vous avez commencé en tout cas? Non, c'est plus compliqué. Il y a plus de formalités. On vient de terminer le logement. Dans l'ancienne mairie, il y a toujours de l'administratif. On est plus dans les papiers que sur le terrain finalement. Il faut être sur les deux. Et donc ce logement dans la mairie qui a été réhabilité, objectif le louer, ça appartient à la commune? Il y a un logement au-dessus de la mairie et le logement dans l'ancienne mairie, là, un F4 qui a été loué au début du mois. Est-ce que malgré tout on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Tuilières? Oui, je le pense, oui. Un projet peut-être autour de l'acquisition d'un bois ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Pour quelle raison alors? L'idée, c'est Parce que nous, Tuilières, on n'a aucun mètre carré. Donc c'était l'occasion, c'est pas fait. Mais c'est un projet, une envie en tout cas pour de la commune. On s'est porté candidat. Après... Affaire à suivre. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pierre pour votre accueil. Nous partons maintenant par les jardins, modes de culture et changement climatique avec Philippe Géhin. Depuis bientôt 15 ans, Philippe et Marie-Christine ont créé cette ferme jardin qui a pour objectif de ressusciter le paysage des fermes de leur enfance. Ils ont voulu en faire un véritable lieu de vie et d'expérimentation où les modes de culture se côtoient. Philippe, merci de nous accueillir dans votre ferme jardin. Alors on peut dire que l'environnement est plutôt agréable, on est plutôt bien ici. Pourquoi ce projet? Pourquoi cette ferme jardin déjà il y a une dizaine d'années? Parce que c'est pour nous l'occasion à la fois de rendre hommage à nos parents et aux fermes qu'ils avaient dans leur temps, mais c'est aussi une projection vers l'avenir, puisque nous sommes parents, mais nous sommes aussi grands-parents, et ça nous fait énormément plaisir de pouvoir construire pour nos enfants et petits-enfants, on va dire, un environnement où on retrouve cet attachement à la terre, où on retrouve ce travail, où on retrouve la possibilité de grappiller des fruits, de vivre au milieu des animaux. Alors aujourd'hui, la ferme jardin, c'est quoi? C'est un verger, c'est un jardin, c'est quoi? Comment vous décririez cette ferme jardin? La ferme jardin, c'est un espace continu qui démarre, on va dire, de la maison, avec son espace d'agrément, qui va vers le jardin potager, qui passe par la zone où on fait du petit élevage, qui continue par le verger et qui se continue après par un ensemble de prés, et une petite forêt à proximité, en toute proximité, comme terrain de jeu et puis comme lieu où on essaie de faire une gestion durable de la forêt.
Ici, l'objectif, c'est que les modes de culture se côtoient. C'est en quelque sorte un jardin expérimental, finalement. Alors, on expérimente un certain nombre de choses, effectivement, qui ne sont pas forcément des choses qu'on a inventées nous-mêmes. Hein. Vous verrez, on cultive en particulier sur sol couvert. C'est des choses qui ont été théorisées par d'autres et qu'on expérimente et qu'on améliore et qu'on adapte, on va dire, au climat de l'Ouest vosgien. Et justement, ce climat, on va en parler, ce changement climatique dont on parle beaucoup. L'idée, c'est aussi de voir aujourd'hui comment on peut évoluer, comment on peut s'adapter, parce que alors il y a les choses qu'on peut faire pour le changement climatique, mais malheureusement, il faut aussi s'adapter pour pouvoir continuer à produire et puis bénéficier des légumes chaque année. Absolument. Le principal problème est celui de la gestion de l'eau, hein, puisqu'on a une période où on a de l'eau à partir de maintenant jusqu'au printemps, et puis une période où cette eau, par les sécheresses, risque de manquer. Par exemple, une des premières transformations que l'on fait, c'est qu'on cultive très peu de choses maintenant en sol qui n'est pas couvert. Nous cultivons même, on va dire, un bon nombre de légumes dans le foin qui va se composter jusqu'au printemps, et on ne cultive plus dans la terre, mais on cultive dans cette zone intermédiaire entre la terre et le foin. Et vous avez remarqué déjà que c'était efficace en tout cas? C'est très efficace. Je peux vous dire qu'au niveau des rendements et au niveau des calibres des légumes que l'on récolte, je veux dire, c'est x2. Et le tout naturellement, c'est et le important de tout, le préciser. Bien sûr, sans aucun pesticide, sans aucun intrant chimique. Donc c'est que c'est possible encore aujourd'hui? Ben, c'est possible, il faut juste s'adapter, il faut choisir aussi des variétés qui conviennent, semer au bon moment. Il y a des choses que mes parents faisaient et qu'on ne fait plus du tout de la même façon. C'est-à-dire, il y avait des semis de printemps qui donnaient des récoltes d'été, qui aujourd'hui sont des semis d'été qui font des récoltes d'automne. Vous parliez de variétés anciennes, c'est aussi l'idée peut-être de retrouver des légumes anciens. On parle des légumes anciens, des légumes oubliés. C'est-à-dire il y a une importante diversité et puis surtout il y a une abondance. C'est-à-dire que les légumes que l'on connaît donnent des semences qui redonneront des légumes à foison. C'est-à-dire ces variétés qui sont des variétés paysannes, qui sont des variétés potagères, peuvent se reproduire. Et donc, en ce sens-là, nous essayons d'adapter les variétés au terroir et on essaie de choisir les variétés qui vont pouvoir s'accommoder, on va dire, du temps qu'il fait. Et qu'est-ce que vous faites avec toute cette production? Il y en a un petit paquet, donc aucune activité commerciale, hein. Alors nous n'avons effectivement aucune activité commerciale, nous sommes plutôt dans une expérimentation aussi de l'économie familiale. C'est-à-dire on essaie de produire ce que l'on consomme et on essaie de consommer ce que l'on produit. Et pour ça on est bien aidé parce qu'on a autour de nous des enfants déjà, avec qui on partage, et puis des amis avec qui on fait aussi un certain nombre d'échanges. On retrouve vraiment cet esprit qu'avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, vraiment dans cet esprit de pouvoir passer l'hiver convenablement avec des bons légumes, des choses comme ça. Absolument. Bon, les 50 dernières années, qui ont été des années d'abondance et de consommation, on pourrait le dire comme ça, sans faire injure à personne. Ces années-là ont fait en sorte que la transmission ne s'est pas faite. La transmission de ces gestes, qui sont des gestes vivriers, ne s'est pas faite. Parce que la consommation palliait à tous les besoins. Et notre posture à nous n'est pas, n'est pas exhaustive, c'est-à-dire on sait bien que 80% des gens aujourd'hui habitent en ville, mais on se dit que même en ville, il y a cette possibilité d'avoir ce lien à la terre, ce lien à sa propre nourriture. Voilà. Encore des projets d'agrandissement? D'agrandissement, certainement pas. Non. Non, pas d'agrandissement, mais les projets que l'on a, on va dire, se reconduisent d'année en année et s'enrichissent. Nous avons accueilli cette année des expositions sur les oiseaux du jardin, qui nous ont été aimablement prêtés par l'association Nature Image. Nous avons accueilli également des musiciens, hein, et on envisage pour l'an prochain, puisque ce sera à nouveau ouvert le 4-5 juin, je crois, on envisage l'année prochaine d'accueillir une compagnie de conteurs. Donc si vous voulez, c'est la culture dans un lieu de culture. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup Philippe, on reviendra vous voir. Nous partons maintenant au château de Beaufranc. Ce château est construit par Germain Beaufranc en 1722. Aujourd'hui, le château de Tuilières est la propriété de Mathieu Cognier qui poursuit avec son régisseur Jean-Marie Dinet sa rénovation.
Jean-Marie, merci de nous accueillir dans le château de Beaufranc. Alors vous êtes le régisseur du château, un château que vous connaissez parfaitement, mais quel est votre rôle ici? Alors mon rôle, c'est je m'occupe des visites, des entreprises qui viennent travailler, puis je m'occupe aussi, ma femme fait le ménage, on entretient, on met les fleurs, on fait beaucoup de choses. Pour voilà, que le château reste en état Voilà, et pour reste... que ça reste en état, que ça soit propre, que ça soit visitable à n'importe quel moment de l'année. Comment vous en êtes arrivé à prendre le métier de régisseur du château? Ben, c'est simple, j'ai mon frère, c'était un château qui appartenait à mon frère en 1972, et mon frère est mort en 92, et donc tous les ans je venais à Thuillère pour visiter le château. J'étais commercial, donc ça ne me gênait pas beaucoup. J'allais directement là, je voyais M. Bouton qui était le régisseur, et quand il me voyait arriver, il me disait « Monsieur Dinet, venez voir le château ?» Oui, pas de problème, donc on faisait le tour du château. Et puis je rentrais, j'étais content, j'étais heureux, parce que j'avais vu vraiment l'œuvre de mon frère. Et quand je suis venu il y a 13 ans, M. Bouton était décédé. Et bon, je suis rentré chez moi, puis j'en ai parlé avec un de mes copains qui passait par là, et qui m'a dit « Donne-moi l'adresse, je vais aller garder le château ». Et au moment de donner l'adresse, le déclic, mais c'est toi qui vas y aller. Toi, tu connais tout ici. Lui, il connaît rien. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de ce château? Alors, on sait qu'il est construit en 1722, mais qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il a été habité par la famille de Finance qui l'a habité près d'un siècle. Donc, les deux Finances habitaient la partie de gauche, et la partie de droite était louée à du cultivateur. Et les deux Finances avaient fait quelque chose de merveilleux. Ils avaient fait un mur de séparation ici, avec un plafond au-dessus. Et quand mon frère l'a racheté en 72, il a enlevé le plafond et le mur. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le plafond avait la forme d'une coquille d'œuf en plate, mais en très mauvais état. Donc plutôt que d'en faire une coquille d'œuf en plate qui aurait coûté une fortune, il a mis un brodé en tissu avec un lustre baccarat. Il y a eu beaucoup de choses de faites. En fait, il y a toujours des travaux à faire. Il a fait énormément de choses. Il a fait la toiture, il a fait les façades, il a fait tous les intérieurs. Il a fait énormément de choses. En parlant de travaux, aujourd'hui, les travaux sont pris en charge parce que le château est classé depuis le début des années 2000 à peu près, hein, c'est ça? Depuis 2006, je crois. Je pense qu'il a fait classer au moment qu'il a fait les planchers. On va parler de l'architecture du château et surtout sa façade arrière. Ouais. C'est une façade qui plaît beaucoup. Ah oui, la rotonde. Quelle est sa particularité? Elle est arrondie. Elle est arrondie, vous verrez qu'elle est super, elle est belle comme tout. C'est vrai que quand on regarde le château de devant, là, on dirait pas un château. C'est vrai que la face arrière est beaucoup plus belle que la face avant. Alors, et le pigeonnier alors? Lui aussi, il faut qu'on en parle. Alors le pigeonnier, c'est un restant de l'ancien château. Il restait une tour avec laquelle ils ont fait un pigeonnier. Et c'est un des plus beaux de la région. Alors ça, c'est monsieur et madame Cognier qui l'ont fait rénover complètement. Et quelle est la particularité de ce pigeonnier alors? La particularité, il a 800 boulins à l'intérieur. Les boulins, c'est des nids de pigeons. Alors c'est un rapport avec la propriété qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'un boulin, c'était à peu près équivalent de 2000 m² de terrain. On va dire un mot sur le musée d'Ève Lavallière. Hein. Alors, Ève Lavallière qui n'a jamais habité ce château. Voilà, elle n'a jamais habité ce château-là, elle habitait dans le village. Il y avait un musée qui avait été monté. Mais le musée-là, il fallait mettre une personne au musée, une personne en château. Donc le propriétaire du château, il a consenti à donner une pièce pour mettre le musée Ève Lavallière. Qu'est-ce qu'on voit dans ce musée? Qu'est-ce qu'on peut découvrir de spécifique? On découvre beaucoup de choses qui lui ont appartenu. Et beaucoup de choses qu'elle a données à des gens de Saint-Balmont ou de Thuillère, parce qu'elle donnait beaucoup de choses. Et on va dire quelques mots quand même sur Ève Lavallière. Qui était Ève Lavallière? Peut-être que certains C'était une comédienne de la Belle Époque qui a fait une très très belle carrière, puisqu'elle a joué dans plus de 100 pièces. Elle a fait une super carrière au théâtre. À un moment donné de sa vie, elle a voulu faire la conversion, louer de bonne sœur. Et elle a donné pratiquement toute sa fortune à l'évêché, pensant un jour être bonne sœur. Elle n'a jamais été bonne sœur, mais elle n'a jamais revu sa fortune. Donc elle a vécu vraiment dans la pauvreté. Merci beaucoup Jean-Marie pour votre accueil dans ce château. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Et tu me filmes en plus, je mange ma pomme. Avec les dindons, ils n'ont pas trop l'air sympa, enfin pas trop l'air envie de discuter avec moi. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.